Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis Egor Groudiev, je suis le directeur des bibliothèques de l'École normale supérieure. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui au sein de l'École normale supérieure pour cette demi-journée consacrée à la figure d'Élie Halévy et plus particulièrement à son ouvrage L'ère des tyrannies. Cette demi-journée a été co-organisée par le département de philosophie de l'école et en particulier Perrine Simon-Naoum qui aura l'occasion d'intervenir tout à l'heure, par la Fondation nationale des sciences politiques, par les éditions des Belles Lettres et par la revue Le Grand Continent, qui se tient donc aujourd'hui en écho à la reparution de cet ouvrage majeur d'Élie Halévy qu'est L'ère des tyrannies. Un moment un peu particulier puisque cet ouvrage vient marquer la fin d'un premier cycle qui est celui de la publication au sein des éditions des Belles Lettres de la partie philosophie des œuvres complètes d'Élie Halévy et qui permet de rendre accessible à un public plus large ce texte fondamental qu'est L'ère des tyrannies. On arrive donc presque 10 ans après un premier colloque consacré à cet ouvrage à Sucy-en-Brie, à une nouvelle discussion autour de cet ouvrage. Et en ce qui me concerne plus particulièrement et pour les bibliothèques, c'est aussi un moment important, puisque ce qui vous vaut d'être ici aujourd'hui, ça n'est pas simplement le fait que Élie Halévy est un ancien élève de l'école, mais aussi parce que l'ensemble de ses archives ont été léguées par sa famille et ses ayants droit à l'École normale supérieure, et que l'année 2024 et maintenant 2025 voit s'achever un long cycle de dépôt des archives d'Élie Halévy au sein de l'école. Vous ne connaissez sans doute pas les détails de la biographie de la vie d'Élie Halévy, mais celui-ci est mort de façon relativement brutale à 67 ans en 1937. C'était quelqu'un qui produisait beaucoup dans divers champs du savoir et de la connaissance et qui, paradoxalement, avait encore énormément d'inédits au moment de son décès. Et la postérité de la pensée d'Élie Halévy tient beaucoup à sa famille, et notamment à son épouse Florence Halévy, Florence Nouflard-Halévy, qui a non seulement travaillé à la mémoire d'Élie Halévy au-delà de son décès et à la publication de certains ouvrages, dont celui dont on va parler aujourd'hui, mais également à la préservation et à la transmission de l'ensemble des documents qu'Élie Halévy a laissés au moment de son décès. C'était quelqu'un qui conservait beaucoup. Pour moi qui suis conservateur, c'est quelque chose d'important. Il conservait ses copies de lycée, ses copies de Cagne, ses notes de cours, ses brouillons de préparation et bien évidemment sa correspondance. Et cet ensemble documentaire extrêmement vaste a été pris en charge d'abord par ses parents qui lui ont survécu, puis à leur décès par sa femme Florence Halévy, et enfin par Henriette Nouflard qui était la nièce de Florence et Élie Halévy. Le premier dépôt d'archives a eu lieu au moment où la direction de l'école était assurée par Jean Hippolyte. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de l'école, c'était en 1957 et c'était il y a 67 ans. Donc il aura fallu la constitution des archives d'Élie Halévy autant de temps que pour son existence même, puisqu'il est mort à 67 ans. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui que le fond soit maintenant complet et que sa description et son signalement puissent enfin débuter, même si, et là nous sommes dans un cas qui est extrêmement typique et en même temps exemplaire de la façon dont on travaille sur les archives des penseurs et des chercheurs, dans un moment où la construction du fond et sa valorisation et sa publication sont allées de pair. De ce point de vue-là, je
voulais rendre un hommage particulier à Vincent Duclerc et Marie Scott, qui sont aujourd'hui à l'œuvre de cette journée, mais particulièrement à Marie Scott, en ce sens qu'elle a, dans les travaux qu'elle a établis sur le fond, été d'une aide précieuse pour l'ensemble des bibliothécaires et des archivistes qui ont travaillé sur la compréhension, le rangement, comment dire, la structuration du fond et sa connaissance plus que parfaite de la vie et de la correspondance d'Élie Halévy nous ont été absolument précieuses pour pouvoir naviguer à travers cet ensemble documentaire extrêmement important. Et aujourd'hui, nous avons entamé ce qui va être sans doute le travail d'1 ou 2 années et qui nous permettra d'avoir un inventaire complet à disposition de l'ensemble des chercheurs, sans doute dans 1 année ou 1 année et demie. Voilà pour ce qui est de la partie archivistique. Je voulais également remercier Sandrine Irassi, qui est notre responsable des fonds d'archives, qui a aussi œuvré après Madame Daufragne et qui a consacré un temps important de sa carrière au sein de l'école, à la fois à la préservation, à la valorisation et à la large diffusion de ce fonds, ainsi que Camille Kissel, qui est aujourd'hui l'archiviste qui, au sein des équipes de la bibliothèque, rend ce travail possible et quotidien. Je ne serai pas plus long sur la partie archivistique. Je vous signale que donc, cette demi-journée va s'étaler jusqu'à 18h30. Elle va commencer par une première table ronde qui s'intitule « Des vigilances et des mobilisations d'institutions hier et aujourd'hui », qui sera présidée par Vincent Duclerc et qui permettra les interventions de Philippe Collin, Gilles Gressani, Marie Scott et notre directeur Frédéric Worms, qui sera suivi d'une deuxième table ronde sur le legs de l'ère des tyrannies d'Élie Halévy, qui sera présidée par Marie Scott avec les participations de Sophie Queret, Anthony Duquil, Marc Lazare et Perrine Semon-Naoum. Et après une pause, une troisième table ronde s'interrogera sur les résistances aux tyrannies aujourd'hui, qui sera donc présidée par Théo Malik, avec la participation de Nicolas Bavrez, Vincent Duclerc, Denis Cambouchner et Elsa Vidal. Je ne sais pas s'il y a lieu aujourd'hui de se réjouir ou de s'inquiéter de ce que l'ère des tyrannies soit aujourd'hui un questionnement central et que la pensée d'Élie Halévy soit encore une préoccupation quasi contemporaine et quotidienne dans la société dans laquelle nous vivons. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne après-midi de débat et de réflexion sur ce sujet. Merci à tous. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Donc, moi, je suis Vincent Duclerc et je vais donc animer cette première session, donc en soulignant précisément, comme vous l'avez entendu, qu'une bibliothèque, la bibliothèque des lettres de l'École normale supérieure, c'est une institution faite d'archives, de livres, d'une politique scientifique, d'une politique d'accueil des lecteurs. Et donc, c'est de ce point de vue-là important de réfléchir à la manière dont les institutions se préparent, observent les changements cruciaux du monde actuel. Alors cet après-midi, c'est vrai qu'elle a un sens, puisque le 28 novembre 1936, donc devant la Société française de philosophie, c'est-à-dire la Sorbonne, puisque la Société française de philosophie se réunissait à la Sorbonne, eh bien, Élie Halévy, donc qui sera au centre de nos réflexions, présente, comme c'est coutume, devant la Société française de philosophie, qui est une émanation, on en reparlera avec l'un des responsables de la revue de métaphysique et de morale actuelle, eh bien, la Société française de philosophie était liée à la revue de métaphysique et de morale, donc c'était un élément très structurant de la réflexion sur la philosophie. Et en fait, cette séance est très importante. Elle va prendre le nom de l'ère des tyrannies. Et Élie Halévy expose dans un syllabus très bref, donc de 2 pages. Et c'est intéressant effectivement de voir comment la pensée est ramassée. Eh bien, sa découverte véritablement de l'ère des tyrannies, c'est une découverte historique, mais portée par sa
pensée de la philosophie, puisque Elie Lévy se présente comme historien et philosophe. C'est tout à fait essentiel pour nous, et c'est, je veux dire, ça maîtrise en fait à la fois des concepts et de l'ambition philosophique qui va lui permettre au fond, de penser ce qui se passe, c'est-à-dire non pas l'affrontement d'idéologie, d'une part le communisme et de l'autre le fascisme, mais au contraire de rapprocher les deux systèmes et de voir une unité, c'est-à-dire la tyrannie, des états de tyrannie, et il s'explique sur le choix de ce vocable issu de l'Antiquité grecque, au détriment de la dictature qui lui paraît effectivement ne pas définir ce concept nouveau. Donc Elie Lévy véritablement découvre un fait majeur qui ensuite prendra le nom de totalitarisme. Et tous les travaux, notamment de Raymond Aron dès 1939, État totalitaire, État démocratique, puis Hannah Arendt sur le totalitarisme. Donc c'est vraiment une conférence absolument essentielle qui a donné lieu donc à la publication dès 1938, c'est-à-dire un an après la mort d'Elie Lévy, puisque le directeur nous a rappelé qu'il est mort brutalement fin août 1937, et bien la publication de l'ère des tyrannies du livre. Le livre comprend la conférence avec toute une série d'autres travaux, notamment sur le socialisme, parce que, moi j'y reviendrai personnellement, effectivement, Elie Lévy a repéré, une faille dans le socialisme démocratique. Et ce livre, L'ère des tyrannies, installe en fait la notion. C'est un livre publié chez Gallimard, dans la Bibliothèque des idées, c'est l'un des premiers volumes de la Bibliothèque des idées, et ce livre est préfacé par Célestin Bouglet, ami d'Elie Lévy et directeur de l'École normale supérieure à cette époque. Et on est en face d'un quelque chose d'extrêmement important, la conférence et l'intensité de la conférence. À la fin de la conférence, il est dit qu'il faudra prendre rendez-vous pour une nouvelle conférence, tellement c'était important. Et cette nouvelle conférence ne va pas avoir lieu à cause de la mort d'Elie Lévy. D'une certaine manière, c'est la conférence de Raymond Aron de juin 1939 devant la même Société française de philosophie. Et donc vous me voyez arriver. Ce que l'on fait aujourd'hui, d'une certaine manière, c'est aussi une des conférences qu'on aurait pu entendre à la suite de celle du 28 novembre 1936. Donc on tire le lien et nous espérons effectivement que cet après-midi à l'École normale supérieure, on a vu tous les liens de l'École normale supérieure avec Elie Lévy, tiendra ses ambitions. Alors ces ambitions, c'est celle effectivement qu'attend le public qui est ici présent, et on remercie tout le public d'être fidèle, effectivement d'être au rendez-vous de ce moment que nous espérons très important, parce que effectivement c'est la question de savoir si les travaux d'Elie Lévy, cette découverte de l'ère des tyrannies, et donc la manière, en nommant l'ère des tyrannies, d'installer de la résistance des démocraties, de la pensée philosophique, est-ce que tout ça est encore d'actualité dans un monde, il est très clair, effectivement, qui n'a pas, en tout cas, mis fin à l'ère des tyrannies, mais on va bien sûr réfléchir au sens qu'elles ont aujourd'hui. Donc c'est effectivement un enjeu important. Il y a aussi, on remercie effectivement les élèves de Louis le Grand, parce que effectivement c'est la jeunesse qui aujourd'hui et demain va prendre en charge effectivement le monde, et on est là effectivement pour les armer de la sagesse, comme dirait Raymond Aron. Et puis je remercie bien sûr Perrine Simon-Naoum, avec qui on a conçu cette rencontre, avec Pierre Ramon du Grand Continent, avec Marie Scott, avec l'École normale supérieure et Frédéric Worms, avec les belles lettres qui ont effectivement, et ça a été rappelé, publié ce petit livre. Et je démarre tout de suite pour vous préciser dans cette économie de la première session que malheureusement Jean-Claude Zilberstein, qui a édité dans sa collection Le goût des idées, l'essentiel de l'ère des tyrannies, c'est-à-dire notamment la conférence de 1936, la très importante conférence aussi de 1929 à Oxford, et puis des pièces de correspondance où notamment émerge très tôt, et on le reverra avec Sophie Coéré, la notion d'ère des tyrannies, des pays de tyrannie. Et donc Jean-Claude Zilberstein, pour des raisons de santé qui ne sont pas trop graves, mais néanmoins il a un grand âge aujourd'hui, et a préféré ne pas être présent. Il le regrette beaucoup, et il m'écrit d'autant plus vivement que la notion de résistance m'est chère. Elle est le principe même qui dicte depuis plus d'un demi-siècle mon activité dans l'édition, et je suis aussi avocat, dit-il. À preuve, je vous envoie par courriel séparé
la courte présentation que j'ai faite de ma collection Domaine étranger, parce que Jean-Claude Silberstein non seulement a la collection Le goût des idées, mais aussi Le goût de l'histoire et Domaine étranger. Et donc, je vais me permettre de vous lire cette courte présentation. Elle est très brève, mais elle est très éloquente. Il faut simplement que je la retrouve. Voilà. Et ça va effectivement engager tout de suite nos travaux. Plus que jamais aujourd'hui, Domaine étranger entre en résistance. Résistance contre les modes qui nous valent de prétendus chefs-d'œuvre annoncés à grands cris d'orfraie et aussitôt, ou presque, oubliés dès la saison suivante. Résistance aussi contre la mémoire courte, entre guillemets, une référence au livre de Jean Cassou, qui plonge trop souvent dans l'oubli à la faveur de nouveautés inutiles, bon nombre de livres qui n'auraient jamais dû disparaître des rayons de nos chères librairies, et moins encore des catalogues de leurs premiers éditeurs. Résistance, enfin, contre un esprit du temps marqué par une pensée unique qui néglige le mot d'Italo Calvino, selon qui, pour bien se connaître, il faut aussi connaître les autres. Fidèle à sa vocation, mon domaine étranger, vêtu de nouveaux atours, à l'enseigne de la chouette, la connaissance, la sagesse des belles lettres, les bien nommées, se propose à nouveau de satisfaire les goûts des lecteurs qui ne se satisfont pas de sentiers battus et partagent avec moi une curiosité sans frontières ni préjugés. Donc il faut vraiment saluer ce travail que réalise Jean-Claude Silberstein, le travail des éditions Belles Lettres, mais aussi le travail des presses universitaires de l'École normale supérieure. Et en fait, le livre représente encore, je pense, quelque chose, mais pas seulement le livre. La transmission de la connaissance, elle passe par de nombreux médias, et nous allons effectivement interroger ces éléments. Je voudrais simplement, pour terminer cette brève présentation donc de la question de que font les institutions, revenir en fait sur Elia Lévy et ce fameux tout petit texte, vous voyez, le syllabus qui ouvre en fait sa prise de parole le 28 novembre 1936. Il dit, et ça, l'enjeu d'institution est majeur, il dit, c'est très simple mais très frappant, il écrit « En raison de l'effondrement anarchique, de la disparition totale de l'État, un groupe d'hommes armés, animés par une foi commune, a décrété qu'il était l'État. » Et en fait, cette phrase-là lui permet de relier ce qu'il appelle le soviétisme et le fascisme. Et donc, ça veut dire que ces hommes-là, ce groupe armé, eh bien, construit une institution, un État. Et donc, la question, c'est de savoir que font les institutions antérieures face à ce défi majeur. Qui définit l'ère des tyrannies? Donc, effectivement, on va pouvoir y réfléchir avec, je le rappelle, donc Philippe Collin, je vais le présenter dans un instant, mais aussi Marie Scott, qui a été présentée, et puis Frédéric Worms, qui dirige l'École normale supérieure. Et vous avez compris le lien si étroit entre l'ère des tyrannies et l'École normale supérieure. Donc, je vais partir effectivement du travail de Philippe Collin. Donc, Philippe Collin, vous le connaissez parce que c'est un producteur de radio qui a lancé des podcasts, dont bien sûr le podcast de Léon Blum, et puis aujourd'hui le podcast effectivement consacré au capitaine Dreyfus. Ce podcast, on vient d'en parler, a un succès considérable, 1 800 000 téléchargements, et puis c'est le plus grand succès des différents podcasts réalisés par Philippe Collin. Et donc, si vous voulez, il y a finalement deux éléments importants. C'est que, en fait, premièrement, ce podcast, en particulier du capitaine Dreyfus, on a vu Philippe Collin à l'œuvre, puisqu'il nous a reçus à 3 reprises pour échanger sur le capitaine Dreyfus. C'est travailler, si vous voulez, de main de maître avec, je veux dire, c'est une équipe, c'est un scénario, c'est une vérification. Philippe Collin m'écrivait des SMS pour me dire, alors, est-ce que c'est bien, effectivement, telle date, etc. Donc, c'est un travail très exigeant et qui donne, je veux dire, un succès populaire. Et donc là, on voit bien qu'aujourd'hui, si l'on veut résister aux tyrannies, et je pense qu'on va y revenir largement sur les tyrannies actuelles, eh bien, l'enjeu, c'est précisément ces institutions du savoir et de la transmission. Donc c'est pour ça qu'on est très heureux, effectivement, de recevoir Philippe Collin. Bonjour à tous, je vais prendre le micro manuel si vous voulez bien. Voilà, c'est pas trop fort. D'abord, merci pour cette invitation. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui. L'ENS est une école extrêmement importante, républicaine. Et donc je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Donc merci infiniment à Perrine Simon-Naoum, Vincent Duclerc et Frédéric Worms pour votre invitation.
Qu'est-ce que je peux dire en préambule? Je vais parler de là où je suis, hein, c'est-à-dire une personne qui écrit des histoires, produit des histoires, et qui passe beaucoup de temps dans sa vie à écouter des archives du XXe siècle. Et si je dis ça, c'est pas par hasard, c'est que j'ai acquis la conviction au fil des années que les tyrannies, elles sont bien plurielles, c'est bien pluriel, les tyrannies sont fondées au XXe siècle sur des récits extrêmement puissants. Et ce n'est pas anodin. Récits puissants, disons même des utopies. Il y a une utopie bolchevique, il y a une utopie nationale-socialiste. Et je crois que l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, c'est peut-être d'imaginer des contre-récits. Et c'est bien peut-être là que la social-démocratie ou la démocratie libérale pêche en ce moment, c'est que nous n'avons pas de récit à proposer face aux tyrannies actuelles. Nous ne savons pas ce que va devenir l'Amérique de Donald Trump. Je ne dis pas qu'elle est une tyrannie d'ores et déjà, mais ce qui est certain, c'est qu'il a un discours extrêmement puissant, un récit puissant qui rencontre une adhésion populaire. Et donc, pour revenir à Elia Lévy, ces tyrannies de l'entre-deux-guerres, elles étaient fondées sur une adhésion populaire. Et ça, c'est fondamental. Et donc, je considère que le travail que nous menons avec mon équipe, et Vincent l'a bien décrit, je ne suis pas seul, nous sommes une dizaine, animés par un esprit de service public, donc la chose publique, donc la République. Et j'y tiens parce que c'est une production qui est portée par un devoir de neutralité, nous sommes le service public, mais qui néanmoins se place dans un contexte. Et je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour une deuxième raison, c'est que faire face à ce qui nous arrive? Peut-être en effet à notre petit niveau, produire ces séries historiques, pour produire du récit, pour tenter de donner à raconter aux autres et à échanger ces récits entre nous. Il n'y a pas de république sans culture républicaine. Et donc nous essayons, avec cette équipe, de réamorcer la culture républicaine. Soit en mettant en exergue des héros civiques, Dreyfus, Blum, le général Leclerc, soit en mettant en exergue des ennemis de la République, Philippe Pétain, Louis-Ferdinand Céline et consorts. Donc notre enjeu depuis le départ, on a commencé en 2020, c'était en effet de faire une grande traversée du XXe siècle en mettant en avant des récits qui nous sont chers, qui nous unissent tous en vérité, et qui luttent contre les tyrannies. Et je n'imaginais pas d'ailleurs, parce que ça passe très vite en ce moment, le temps. Les événements vont très très vite, la marche de l'histoire s'accélère. Je n'imaginais pas en 2020, quand on a commencé, que nous serions aussi vite rattrapés finalement par nos angoisses intimes. Je parle de nos angoisses intimes de l'équipe qui produit ces podcasts. Et je vous redis cet après-midi que cette équipe, elle est animée par cet esprit de manière extrêmement puissante. Voilà. C'est des gens qui s'investissent beaucoup, qui travaillent beaucoup, qui ne comptent pas leurs heures, parce que nous avons le sentiment, peut-être, de manière très modeste, je pèse mes mots, modestie, d'une petite résistance. Voilà, nous essayons de faire ça. Et la grande joie qui est la nôtre, c'est de voir que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a en face de nous des gens qui veulent s'emparer de ce récit. Et c'est extrêmement rassurant, malgré tout, dans le monde que nous traversons. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc je pense qu'un des remèdes, peut-être, une des solutions aux tyrannies, c'est mettre en scène des contre-récits. Et c'est important parce que, vous savez, j'ai relu il y a quelques semaines un livre important, à mes yeux, de Christian Ingrao, qui est un historien important du XXe siècle, notamment du nazisme, qui s'appelle « La promesse de l'Est ». Voilà un récit extrêmement puissant mis en place par les nazis. Et Christian raconte quelque chose de fondamental. Il raconte notamment dans ce récit comment est-ce qu'un officier SS, Bruno Müller, le 16 juin 1941, annonce plutôt d'abord à ses hommes du Sonderkommando 11B qu'il va falloir désormais assassiner les femmes et les enfants. Et parce qu'il est extrêmement appliqué, Bruno Müller va lui-même exécuter avec son pistolet une femme et son enfant devant sa troupe du Sonderkommando, en disant désormais c'est eux ou nous. D'accord ?
Et Christian pose la question de comment est-ce qu'on peut arriver à un tel stade. Question sempiternelle, etc., etc. Comment est-ce que ces hommes, juristes, Bruno Müller, extrêmement diplômé, éduqué, un homme intelligent, comment parvient-il à démontrer cette aberration à ces hommes et comment ces hommes vont emboîter le pas? Et donc c'est évidemment Einsatzgruppen, Shoah par balle, etc., que les historiens n'aiment pas trop cette expression, que je comprends d'ailleurs. Mais Christian explique une chose très importante, la puissance du récit. C'est que si on en arrive là, c'est parce qu'il y a une utopie nazie et qu'elle est fondée sur 3 éléments qu'on peut souvent mépriser ou moquer parce qu'elle paraît stupide, mais il faut la prendre au sérieux. Il faut la prendre au sérieux parce qu'elle a rencontré une adhésion populaire. Quels sont les 3 piliers de cette utopie nazie? D'abord, un biotope. Un biotope, c'est-à-dire un espace vital. Le Lebensraum appelle ça les nazis, c'est-à-dire un espace à l'est où nous pourrons, quand je dis nous, évidemment, je parle d'un point de vue nazi, nous pourrons accomplir notre utopie. Donc il faut d'abord un biotope, un espace vital, le Lebensraum. Et dans cet espace vital, nous devrons mettre en place ce que les nazis appellent la Volksgemeinschaft, c'est-à-dire la communauté populaire. Mais quand on dit ça, on escamote la dimension biologique de la Volksgemeinschaft. C'est évidemment une communauté qui devra être racialement pure. Donc il faudra évincer du corps social nazi les déviants sociaux, les déviants raciaux, etc., avec une hiérarchie sociale et raciale. Et donc nous devrons mettre en place, disent les nazis, cette épuration, cette liquidation des déviants sociaux. Et si nous parvenons à articuler ces 2 premiers piliers, nous aurons donc un 3e Reich qui durera 1000 ans. Je dis ça cet après-midi parce que c'est un récit qui peut nous paraître assez inepte, voire complètement démentiel, au sens de la démence, de la folie. Mais ce récit-là, il a été extrêmement porté par, pas toute la société allemande, mais par une large partie de la société allemande. Et donc ce récit-là, il est puissant, il fonctionne. J'étais à Auschwitz dimanche dernier, avant-hier. J'accompagnais un groupe. C'est toujours aberrant d'être à Auschwitz. On est toujours accablé. Et tout nous échappe. On ne comprend pas. Mais si vous replacez Auschwitz dans cette pensée d'utopie nazie, vous commencez à apercevoir quelque chose qui est terrifiant, mais qui a fonctionné. Et donc je pense qu'une des armes qui est la nôtre face à ces utopies, on pourrait faire des utopies de l'autre côté, j'ai envie de dire, du côté soviétique évidemment, et du côté léniniste et staliniste. Mais je pense que de manière convaincue, voilà, j'essaye avec mon équipe d'apporter ces contre-récits et d'offrir à la fois des outils et peut-être même des armes pour nous défendre. Voilà, notre patrimoine commun, qui s'inscrit d'ailleurs ici à l'ENS. Lucien R, Léon Blum, Aron, Sartre, notre culture commune. Nous devons la défendre, elle est menacée, elle est en danger. Je ne fais pas de politique cet après-midi, mais je pense que c'est extrêmement politique cet après-midi. Elle est fondamentale, elle nous concerne tous et toutes dans les mois et peut-être même les semaines qui s'annoncent devant nous. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci. Merci beaucoup Philippe. Et en fait, ces récits, notamment ceux effectivement créés par les podcasts, sont aussi des récits civiques, vous l'avez dit, et c'est des récits de victoire. Et ça, c'est important de ce point de vue-là, de montrer que la démocratie peut aboutir à de véritables victoires à travers des engagements. Alors précisément, ces engagements, et cet engagement-là, c'est celui d'Elia Lévy, qui n'est pas non plus un engagement politique, il est plutôt situé à gauche, mais il est quand même très critique, je veux dire, notamment du Front populaire. Et donc, mais c'est un engagement pour la connaissance la plus aiguë, qui est, on l'a compris, vraiment travaillé par l'association de l'histoire et de la philosophie, et c'est très bien indiqué dans la préface que Perrine Simon-Naoum a donnée donc, à l'ère des tyrannies, donc, qui est parue il y a quelques mois. Donc cette parution, elle s'inscrit dans, et le directeur de l'école
la bibliothèque de l'École supérieure l'a bien souligné, dans le programme donc, de publication des œuvres complètes d'Elia Lévy. Et je vois que Frédéric Worms a l'un des volumes qui a été publié. Et ce programme est porté à Sciences Po par notamment aussi des budgets importants qui sont alloués, et on s'en félicite, donc à ce programme. Ce programme, lui aussi, donc, entouré par l'attention extrême de la présidente des Belles Lettres, Caroline Noireau, parce que c'est quand même, vous voyez, en fait, c'est une belle histoire, tout ce qui se produit là. Et Marie Scott, donc, est vraiment personne qui porte ce programme. Il n'est pas fini, mais il se terminera en 2027. Donc on se reverra en 2027 pour cela. Et donc je passe la parole à Marie Scott pour ce travail donc en cours, mais qui nous concerne tous. Merci beaucoup. Je voudrais commencer par d'abord remercier les deux principaux organisateurs de cet après-midi, Perrine Simon-Naum, directrice du département de philosophie de l'École normale, et surtout toi, Vincent, dont on n'a pas assez, mais je vais m'employer, rendu hommage, avec le Grand Continent, qui est depuis maintenant une trentaine d'années le grand artisan du revival alévien. Donc bravo et merci. Alors que les institutions scientifiques débattent, vous le savez peut-être, de leur positionnement politique, des modalités d'engagement de leurs membres, étudiants ou scientifiques, de leur rôle, et en particulier celui des sciences humaines et sociales dans la vie de la cité, je voudrais revenir à l'occasion de cette séquence consacrée à la vigilance et à la mobilisation des institutions dans la résistance aux tyrannies, sur le rôle précisément des institutions scientifiques et savantes dans la production de la réflexion alévienne et dans la transmission du legs alévien. Production tout d'abord, Elia Lévy lui-même, souvent présenté comme un pur savant, animé de la seule recherche de la vérité, goûtant peu les mondanités de la vie intellectuelle et politique, souvent dépeint comme l'exact opposé de son frère, Daniel Halévy, a néanmoins endossé sans ostentation, mais sans hésitation, le rôle d'intellectuel démocratique, si bien décrit par Vincent Duclerc, faisant du savoir et de la réflexion théorique une arme, et usant principalement, même si pas exclusivement, des répertoires d'action de la vie scientifique pour résister par et pour la raison. Son premier engagement est un engagement enseignant. Et c'est important que nous soyons ici dans une école. Et il écrit en 1905 à son compagnon intellectuel et ami Xavier Léon que enseigner est une manière, je cite, de payer, d'une façon que je crois suffisamment utile et efficace, ma dette à la société. Et il n'enseigne pas dans n'importe quelle arène. Fruit du hasard, certes, fruit d'un repli stratégique, certes, il choisit d'enseigner à l'École libre des sciences politiques, Sciences Po, une institution à la lisière des mondes politiques, administratifs, économiques, savants. Un choix d'abord contraint, mais qui devient adhésion, voire conviction, et l'oriente en toute conscience et durant près de 35 ans vers, d'une part, ce d'où il vient l'analyse des idées politiques, et d'autre part, là où il va, et il combine les deux, l'étude de la vie politique, économique et sociale de l'ultra-contemporain. Et pareillement, lorsqu'il se rend en Grande-Bretagne, son pays, sa patrie de substitution après la France, il ne choisit pas n'importe quelle institution au Royaume-Uni, il choisit la London School of Economics, qui est une institution marquée par le fabianisme, l'engagement travailliste, qui investit les jeunes disciplines de la science politique et de l'administration publique, de la sociologie et du travail social, de l'économie appliquée, de la géopolitique et des relations internationales, je fais ici un clin d'œil au Grand Continent, et qui a été la première à déployer, nous y revenons, en 1933, un programme d'accueil des professeurs persécutés en Allemagne et en Autriche, tous les enseignants-chercheurs étant invités à donner une partie de leur salaire pour financer une trentaine de chaires, Friedrich von Hayek, etc., Lauterpacht, un juriste spécialiste de droit criminel. Donc ce n'est pas anodin qu'il ait choisi pour enseigner deux institutions qui justement sont en dialogue avec la cité d'une manière extrêmement articulée. Pleinement conscient de la portée du savoir qu'il produit, il fait feu donc de tout bois pour le diffuser par ses enseignements,
consacrée à la vie intellectuelle et politique britannique et au socialisme européen. On y reviendra. Par la publication d'ouvrages tirés de ses cours, l'enseignement étant une véritable banc d'essai, une sorte de matrice où il fabrique sa réflexion, où il la teste avant de publier des ouvrages. Et ces ouvrages, il en assure la promotion active et la traduction et la diffusion, notamment en anglais, hein, par aussi ses conférences nombreuses, par la participation aux aventures collectives très importantes pour la vie scientifique que sont la vie de revue, hein, la revue de métaphysique et de morale, la Société de philosophie, par ses publications dans les revues intellectuelles, et aussi, on a découvert avec Vincent, en se plongeant dans les archives, il a même fait des émissions de radio, juste avant la guerre. Donc une production où les institutions scientifiques jouent un rôle extrêmement important dans la fabrique de la pensée, dans sa mise en test, en essai, et dans la diffusion. À son décès brutal en août 1937, la complétude de son œuvre et la pérennité de son legs ne sont pas assurées. Participant à la fois d'un hommage familial et amical et d'un projet intellectuel et politique de réarmement de la pensée libérale et de renouveau de la philosophie morale et politique, se déploie alors, de génération en génération, une œuvre de canonisation éditoriale, entreprise d'abord par la famille, Florence Noufflard-Guilloé, son épouse, Florence Noufflard, excusez-moi, son épouse à Lévis, et Henriette Noufflard-Guilloé, sa nièce, mais aussi par ses amis, collègues et élèves, avec la publication de façon posthume, Vincent l'a rappelé, dans la collection La Bibliothèque des idées de Gallimard, par Célestin Bouglet, directeur de l'École normale, du recueil de textes L'ère des tyrannies en 1938, suivi en 1946 de la publication d'un tome de son Histoire du peuple anglais inachevé, confié au bon soin de Paul Vaucher, puis à l'édition en 1948 de ses cours sur l'histoire du socialisme européen, cours qui avaient été dans un premier temps rassemblés par Célestin Bouglet et que Raymond Aron finalise. Et là encore, les institutions scientifiques et savantes vont jouer leur part dans cette entreprise de sauvegarde. Alma mater de l'École normale supérieure, on vous l'a rappelé, l'École normale accueille et conserve et valorise à partir de la fin des années 50 les archives à Lévis, qui sont un outil de travail fabuleux, hein, une sorte de trésor de correspondance, de manuscrits, qui permettent aux chercheurs de se livrer à une analyse contextuelle, la correspondance permettant d'éclairer la construction des œuvres, et génétique, puisqu'on a tous les manuscrits, on a tous les états de la pensée à lévienne. Donc des directeurs Célestin Bouglet à Monique Canto-Sperber jusqu'à vous, Frédéric Worms, l'ENS a également accompagné dans les années 40, puis après une éclipse dans les années 90, la réédition de textes. Je pense à la fondamentale formation du radicalisme philosophique sur l'utilitarisme britannique en 1995 et à l'édition de la correspondance choisie en 1996. À côté de l'ENS, Sciences Po, donc lieu des enseignements, a également honoré la mémoire de son professeur. Une chaire et une salle portent son nom, mais surtout l'a encore encouragé au sortir de la guerre les entreprises de publication, notamment la publication du cours qu'il professait à Sciences Po, l'histoire du socialisme européen. Des anciens élèves vont remettre leur cahier de notes, Étienne Mantoux, Jean-Marcel Jeanneney, Pierre Larocque, Robert Marjolin, à Célestin Bouglet puis Raymond Aron pour compiler ce cours et en faire un ouvrage. En 2012, c'est sous l'impulsion d'un grand éditeur et intellectuel, Jean-Claude Casanova, professeur des universités et président de la Fondation nationale des sciences politiques, qui chapeaute Sciences Po, éditeur inlassable de textes originaux et méconnus, notamment dans sa revue Commentaires. C'est sous son impulsion qu'est lancée l'entreprise d'édition scientifique des œuvres complètes, confiée à Vincent Duclerc, hein, dont je vous ai dit qu'il était un acteur majeur de cette épopée alévienne depuis maintenant 30 ans, et à moi-même en collaboration avec les éditions Belles Lettres et leur directrice Caroline Noireau. Ces œuvres complètes comptent à présent 7 volumes. Correspondance et écrits de guerre 14-19, préfacé par Stéphane Audouin-Rousseau. L'ère des tyrannies, préfacé par Nicolas Bavrez. L'histoire du socialisme européen, préfacé par Marc Lazare. Les études anglaises, préfacées par Christophe Charles. 4 aussi autour de la philosophie, le moment Platon, métaphysique et morale, préfacé par Frédéric Worms. Correspondance philosophique, préfacé par Jean-Louis Fabiani. Philosophie anglaise.
et compte, en plus de ces 7 volumes déjà parus, 2 hors-série, les actes d'un colloque et le volume que vous voyez et qui nous réunit ici. Sur la 12aine prévue, donc nous sommes un peu plus de mi-chemin, il nous reste écrits de jeunesse sur justement cette formation intellectuelle à la philosophie, au lycée Condorcet sous l'égide de Darlu, à l'école normale, donc toutes les écrits de jeunesse. Un volume portant sur les voyages, l'art et le paysage, rappelant qu'Elia Lévy a aussi une appréhension de son pays et des pays étrangers par le voyage et une sensibilité au paysage et aux œuvres d'art, aux monuments. Un volume très important, Démocratie et République. Elia Lévy, né pour les plus jeunes d'entre nous en 1870 avec la République et meurt 3 ans avant la fin de la 3e, donc République et démocratie. Et enfin un volume autour de l'histoire du peuple anglais. Donc ce travail d'édition repose sur un travail d'archives et de publication, d'inédits, correspondance ou manuscrits, sur le choix d'offrir plusieurs pistes de lecture aux mêmes textes en les désencastrant de leur contexte d'édition posthume pour les réarticuler à leur contexte de production, ou en les mettant en écho ou en série thématique, par exemple la série philosophique qui réunit tous les textes philosophiques, indépendamment du lieu ou de la typologie documentaire. Ces éditions reposent sur un travail d'éditorialisation, d'appareil critique, sur l'animation également d'une communauté de recherche. Je salue ici, et c'est pour ça que je les ai nommés les préfaciers. Vous verrez en histoire intellectuelle, la question des préfaces est extrêmement intéressante, importante. Et d'animation de la communauté. Je remercie là encore tous les intervenants et intervenantes aux différents colloques et conférences qui scandent la parution de chaque volume des œuvres complètes et qui créent une communauté intellectuelle attachée à ces œuvres. À Sciences Po également, il faut mentionner le regretté Jean-Luc Parodi, représentant et animateur de premier plan de la science politique française, qui a entretenu le legs alévien, en exerçant avec dévotion et vigilance les droits moraux sur les archives et les œuvres d'Elia Lévy, que lui avait confié Henriette Guilloé, droit à présent transmis à Vincent Duclerc, et qui avait aussi ranimé une société savante, la société d'études Elia Floras Lévy, qui fait converger les cercles familiaux, amicaux et intellectuels pour promouvoir les stratégies mémorielles, éditoriales, scientifiques autour du legs alévien. Pour conclure, de ce déploiement d'efforts adossés à des institutions scientifiques, il faut retenir donc la mise à disposition d'un matériau et d'instruments de recherche, inventaire et archives, le déploiement d'un travail d'historial, l'animation d'une communauté de recherche et de diffusion de l'œuvre alévienne et de sa vulgarisation. C'est pour moi, à mon sens, l'illustration la meilleure de ce que peut être la contribution des institutions de savoir dans le réarmement intellectuel et politique pour résister à toutes les formes de tyrannie. Merci beaucoup. Vous voyez qu'effectivement, il y a de nombreuses faits qui se penchent effectivement autour d'Elia Lévy, de sa mémoire, de sa femme aussi, Florence Lévy, qui a été très importante, de sa nièce, Henriette Guilloé. On a été plusieurs à la connaître et à l'aimer. Et effectivement, c'est en particulier Henriette qui donc a convaincu la bibliothèque des lettres de l'École supérieure d'accueillir tout ce fonds. C'était un peu une première, et on constate effectivement, et on s'en réjouit, de la manière dont la bibliothèque porte en fait ce fonds exceptionnel, notamment de correspondance. Donc c'est une manière effectivement de saluer en avant-première donc la contribution de l'École normale supérieure à la connaissance d'Elia Lévy. Et puis cette École normale supérieure, elle est dirigée par un philosophe qui continue à travailler malgré ses charges administratives lourdes, qui est un très très bon connaisseur, je veux dire, du moment 1900 de la philosophie, c'est-à-dire le moment où Elia Lévy travaille et innove, puisque on va en reparler tout à l'heure, mais la création de la revue de métaphysique et de morale, donc en 1893, avec l'actuel président de la Société française de philosophie, directeur de la publication, Denis Kornburschner, eh bien cette revue, c'est une innovation considérable. Et c'est ce que connaît bien Frédéric Worms, avec bien sûr aussi ses travaux sur Bergson, cette ouverture sur Spinoza. Donc c'est tout à fait essentiel. Et on se félicite aussi, et je terminerai sur ce point, que Frédéric Worms, que l'École normale supérieure accueille donc le Grand Continent.
qui est vraiment, au fond, tu es très attentif, en fait. Hein. Et je dirais que, d'une certaine manière, le grand continent, c'est un peu ta société française de philosophie à toi, à l'école, et c'est très bien. Et effectivement, on s'en réjouit parce que là, il y a une innovation très importante. Et merci, effectivement, aussi de faire en sorte que le grand continent ait cet ancrage à l'école normale supérieure. Et donc, Jean-Bray. Merci Vincent, merci infiniment. Merci d'avoir rempli cette salle. C'est une très grande joie de voir la salle du SAN remplie aujourd'hui autour d'Élie Halévy. Cette même salle du SAN où il y a une semaine exactement avait lieu la 2e conférence Pierre Asner que nous avons lancée en hommage à un des petits-neveux, pourrait-on dire, non pas biographiquement mais intellectuellement, d'Élie Halévy, à travers la médiation de Raymond Aron en particulier, et à travers quelque chose de très précis qui les a tous caractérisés, sur lesquels je vais revenir, c'est-à-dire chez Pierre Asner, les piles de livres et les piles de journaux. J'en avais déjà parlé à Sucy-en-Brie il y a 10 ans d'ailleurs, cette dualité qui traduit leur dualité assumée, profonde, pour expliquer et affronter le monde de la réflexion théorique, les livres, et de l'actualité politique, historique, parfois sidérante, je vais y revenir, qu'ils ont jalonné. Donc il y a une semaine, il y avait une conférence, la 2e des conférences que nous avons dédiées à Pierre Asner. Je remercie Perrine, Simon Naoum ici présente, qui l'avait plus particulièrement organisée, avec tout un comité scientifique, j'y reviens pas, dont fait effectivement partie aussi le Grand Continent. Dans cette même salle, tous les mardis, il y a les mardis du Grand Continent. Je tiens à souligner que ce soir, c'est sur la Pologne, dans l'Europe contemporaine, et que la semaine prochaine, nous co-organiserons un mardi un peu spécial en clôture du sommet sur l'intelligence artificielle, sur les questions d'intelligence artificielle et démocratie. Alors, je pense pas que le Grand Continent soit la Société française de philosophie d'aujourd'hui, mais par contre, je pense que la dualité de la complémentarité de la Société française philosophique incarne ici Denis, qui n'est plus domicilié à l'école, c'est un regret épisodique et qu'on assume, mais qui est bien vivante, et du Grand Continent, signifie quelque chose. Cette dualité des livres et des journaux, du savoir, ou plutôt de 2 formes de savoir que sont les livres et les journaux. Je n'opposerai pas justement directement l'un et l'autre. Je voudrais quand même, avant de dire un mot, parce que je vais essayer de dire un mot ou 3 mots de ce qui nous réunit aujourd'hui et de ce que vous allez dire aussi cet après-midi. Et malheureusement, je ne vais pas pouvoir assister à toute l'après-midi. Je voudrais vous remercier tous les 3, effectivement. Perrine, ça a été dit, Pierre, Ramon, qui incarne ici le Grand Continent, et toi, Vincent, aussi, puisque nous partageons, je dirais, une sorte de randonnée en haute montagne où nous passons sur une ligne de crête, nous croisons les mêmes pics et avec la même admiration et le même vertige. De Dreyfus au Rwanda, tu portes des causes et un travail intellectuel de fond sur Dreyfus, sur Jaurès, auquel nous rendions hommage récemment ensemble au Panthéon, sur cette génération dont Élie Halévy faisait partie, de Jaurès. Enfin, Jaurès et Bergson étaient un peu plus anciens que Léon Brunswick, Élie Halévy, Marcel Proust et quelques autres de la génération de la revue de métaphysique et de morale. Et puis, évidemment, tous tes autres combats sur l'enseignement des génocides, la mission que tu avais portée, et un grand nombre d'autres, y compris donc, le génocide des Tutsis au Rwanda, sur lequel tu as mené la mission historique qu'on connaît, et qui, au fond, voilà, tu parles évidemment dans le podcast majeur de Philippe Collin sur Dreyfus, mais cette ligne de crête qu'il nous faut tous arpenter. Alors, je voudrais dire un mot de ce qui nous réunit aujourd'hui, et en étant très heureux de vous voir si nombreuses et nombreux et de différentes générations. Pour moi, c'est en effet l'ère des tyrannies. Et l'ère des tyrannies, c'est 3 choses, à mon avis. C'est d'abord un effet de sidération dans le titre lui-même. Et je crois qu'en effet, je crois que Yegor, qui j'ai oublié de remercier à nouveau, notre directeur de notre bibliothèque, qui a ouvert, et c'est très pertinent, la journée, puisque nous avons la responsabilité, et avec Marie Scott et Sciences Po, l'école normale fait ce travail d'archives. Yegor l'avait déjà dit,
voilà, il y a aussi de l'inquiétude dans votre présence. L'inquiétude liée à cette même sidération que peut-être Elie Halevi voulait voulait délibérément nous faire ressentir dans le titre même de sa conférence, devenue le titre d'un livre. C'était pas forcément d'ailleurs le titre originel devant la Société française de philosophie. Si, c'était déjà dans l'argumentaire. Si, d'accord. Donc c'était d'emblée le titre. Je voudrais revenir sur cet effet de sidération délibérée et en même temps, évidemment, montrer comment, une fois la sidération passée, ce qu'Elie Halevi nous lègue, c'est une deuxième chose, c'est une explication, et même une double explication. Et dans le double, il ne faut pas être, je dirais, nuancé, c'est-à-dire il dit qu'il faut concilier deux aspects, et c'est pas si facile. Et je pense d'ailleurs que dans la lecture il a insisté pédagogiquement devant la Société française de philosophie sur un autre aspect que la philosophie, en provoquant les philosophes, à tel point qu'on peut oublier l'aspect philosophique justement de ce qu'il nous lègue. Et puis évidemment, le troisième point que je vais dire en deux mots, c'est notre responsabilité aujourd'hui. Comment continuer institutionnellement le travail fondé sur la méthode d'Elie Halevi qui se prolonge justement jusqu'à Pierre Asner au moins, hein, de façon très rigoureuse. Ces philosophes qui ont tous abandonné la philosophie à un moment pour l'histoire en train de se faire et de s'écrire. C'est le point commun entre Halevi, Aron, Asner et beaucoup d'autres, hein, bien sûr, mais c'est pourquoi ces philosophes ont-ils, à un moment donné, abandonné la philosophie pour devenir historiens. Alors, je vais aller très vite. Elie Halevi a commencé par une thèse sur Platon, en même temps qu'il fondait la revue de métaphysique et de morale avec ses amis. Une thèse sur la philosophie de la science chez Platon. Ça se retrouve dans le titre « L'ère des tyrannies ». Pourquoi ? Parce que l'ère des tyrannies, c'est un effet de sidération, et en même temps, c'est évidemment l'ouverture d'un problème. C'est une notion, que ça a été dit, de la philosophie politique grecque, qui au même moment d'ailleurs est réétudiée par un grand philosophe de la politique, Léo Strauss en Allemagne, qui montre il faut revenir à Platon pour penser la politique, et notamment à cette question de la tyrannie étant finalement le risque moral, anthropologique, éternel de la politique. Il y a dans chaque être humain un désir de tyrannie, finalement. Pascal, dans les pensées, dit que la tyrannie, c'est le fait de sortir de son ordre. Ce désir de dominer totalement est une sorte de pulsion que les philosophes grecs avaient vue au cœur de la politique. Pas comme une anomalie, mais comme un danger permanent contre lequel il faut lutter. Évidemment, en employant le mot tyrannie, on a l'impression qu'Elie Halevi court le risque presque de déshistoriciser ce qui se passe dans la fin des années 30, et que votre édition récente, je voudrais le dire au passage, recontextualise bien, parce que c'est... Alors Vincent a piloté plusieurs éditions de l'ère des tyrannies, avec Perrine et d'autres, et là, ici, c'est un volume très, très passionnant, parce qu'il situe la conférence de 36 dans un avant et un après textuel, il la met en perspective. Donc, Elie Halevi, en parlant de tyrannie, semble vouloir nous dire qu'il faut revenir à des problèmes politiques originaires, peut-être philosophie ancienne, certainement, peut-être anthropologie, de la violence politique, de ce désir de domination, hein, la libido dominandi des théologiens, reprise par Blaise Pascal et par beaucoup d'autres. Mais l'ère des tyrannies, ça veut dire, paradoxalement, le plus contemporain vient rencontrer le plus archaïque, mais d'une manière quand même nouvelle, parce que nous sommes entrés dans une nouvelle... L'ère, c'est à la fois de la nouveauté, c'est tragiquement très long, une ère, hein. C'est pas un épisode, c'est le contraire. Donc il faut comprendre comment le présent répète le passé et comment on entre dans une nouvelle ère des tyrannies. Et c'est un effet de sidération deux fois, retour à l'archaïque et de sidération par le présent. Et je crois qu'en effet, nous le revivons aujourd'hui. D'une façon qui nous residère, et je crois que Philippe Collin l'a très bien dit, nous sommes de nouveau sidérés par ce retour de l'archaïque. Hein. Il y a des portraits de l'actuel président américain dans les textes de philosophie grecque, allez les lire, hein, sur le tyran, c'est très actuel, hein, y compris dans le narcissisme très profond du tyran, ou également dans la Boétie, hein, le contraint... Donc il y a cet effet de sidération, et en même temps qui oblige à une explication.
S'il y a de l'antiquité là-dedans, il y a du contemporain, et alors donc il faut de l'histoire. Et c'est là, comme on est juste dans des propos d'introduction, et il y aura des analyses bien plus fouillées dans la suite de l'après-midi, que je passe tout de suite à ce titre magistral qui fait quand peut-être qu'Elie Halevi ne serait pas resté dans nos mémoires sans ce coup de maître rhétorique, s'accompagne d'une explication. Avant de venir à l'explication, je voudrais ajouter l'autre grand effet de mémoire de cette conférence, repris aussitôt par Raymond Aron d'une façon très puissante. C'est que le diagnostic, l'ère des tyrannies, c'est aussi un double coup de force politique de la tyrannie. La tyrannie est archaïque et est revenue en masse. C'est défini le présent. Et l'envers de cela, c'est ce que Raymond Aron a tout de suite compris comme essentiel, négativement en quelque sorte. L'envers de la thèse, c'est la faiblesse des démocraties. Et en fait, leur souci commun, c'est l'ère des tyrannies, c'est aussi la question de la faiblesse des démocraties qui sera le problème de pratique. Comment répondre à l'ère des tyrannies avec ce qu'elle vient interrompre, qui était un espoir démocratique, qui a prouvé sa fragilité. Et la hantise de Raymond Aron, tout de suite, dans le diagnostic qu'il reprend de 36 à 39, tu l'as dit, hein, c'est comment les démocraties peuvent-elles s'armer pour résister à cette puissance archaïco-moderne de la tyrannie. Quelle est la méthode d'explication d'Elie Halevi, qui en effet est très oubliée aujourd'hui, sauf pour ce livre, et heureusement, parce qu'il faut reprendre toute son œuvre. Et pourquoi est-elle importante? Alors, ce qui a frappé les philosophes en 1936, c'est justement que Elie Halevi leur dit « Vous ne pouvez pas expliquer les tyrannies seulement par la philosophie. Il faut l'expliquer par l'histoire, par la contingence des grands événements, en particulier deux types d'événements, et dans cette édition, on le voit très très bien comment il y arrive dès l'après-guerre, dès l'après-première guerre mondiale, les guerres et les révolutions. » Donc il parle devant des collègues de philosophie, hein, Denis anime ça aujourd'hui, Denis Kombouchner, à Sorbonne, certains samedis, si je ne me trompe pas. Et voici ce qu'il leur dit, par exemple sur le socialisme, je cite, ici c'est page 127, « C'est de ce régime de guerre, beaucoup plus que de la doctrine marxiste, que dérive tout le socialisme d'après-guerre. » Autrement dit, si vous voulez expliquer le socialisme russe, il ne faut pas faire seulement de l'histoire des idées. Il ne faut même pas faire d'abord de l'histoire... Enfin, nuance. Il ne faut pas faire seulement de l'histoire des idées. Il faut faire en réalité l'histoire concrète, sociale, économique, des grands enjeux du monde contemporain. Il faut faire de l'histoire, j'allais dire, tout court. Mais cette histoire tout court, ça n'est pas non plus de céder à la puissance de l'événement, c'est d'étudier la tectonique des plaques profondes qui expliquent les changements majeurs en surface. Dans ce livre, on voit très bien comment il faut expliquer la révolution russe par des grands facteurs d'écart entre le régime en surface et les forces économiques et sociales en profondeur, et de même la Révolution française, et de même la Première Guerre mondiale, etc. Donc Elie Halevi nous dit, pour expliquer la tyrannie, il faut faire de l'histoire. Il ne faut pas faire seulement de la philosophie. Et il est devenu vraiment historien. Historien d'ailleurs du socialisme, et peut-être pas socialiste, quoique socialiste libéral, comme il le dit, mais en tout cas de l'économie et des rapports de force concrets. De même, si vous voulez expliquer aujourd'hui Donald Trump, il faut sûrement regarder l'écart entre la politique mondiale et les rapports de force socio-économiques et ce qui se passe en profondeur dans nos sociétés. On a retenu donc de cette conférence, les philosophes ont pris ce coup directement, on a retenu qu'il ne faut pas faire seulement de l'histoire des idées. Mais ce que j'ai redécouvert grâce à Vincent qui m'a demandé de préfacer les premiers textes, Métaphysique et morale, et la thèse sur Platon, et aussi la thèse complémentaire sur la ressemblance, une thèse latine. À l'époque, les étudiants, les doctorants faisaient deux thèses, une thèse en français et la petite thèse en latin. C'était le cas de Bergson. Ils écrivaient en latin directement. Ils avaient fait beaucoup de thèmes latins pour entrer dans ce genre d'endroit. Et donc, elle n'était pas en latin, celle de De Similitudine. Oui, il l'a fait traduire, bien sûr, mais il l'avait quand même écrite en latin. Comme Bergson sur Aristote et Jaurès, sur les origines du socialisme allemand en latin. De primis lineamentis Germani socialismi, apud luterum fichtum egelumque. Voilà. C'est le titre de la thèse latine de Jaurès. Voilà. Bon.
qu'est-ce qu'on oublie trop souvent chez Elie Halevi? C'est que, bien sûr, il abandonne la philosophie pour l'histoire concrète, socio-économique, angoissée par la Première Guerre mondiale notamment. Mais en fait, il n'oublie jamais le pouvoir des idées. Les dictatures n'arrivent jamais seulement par des rapports de force. Ils arrivent par des idéologies, par des idées. Elie Halevi défend aussi la thèse de ses amis. Ils sont des idéalistes, des spiritualistes, métaphysiques et morales. Léon Brunswick, même Proust, ce sont des gens qui pensent qu'ils donnent un certain pouvoir à l'esprit. Mais la force d'Elie Halevi, c'est de comprendre que l'esprit est libre pour le meilleur et pour le pire. Que la liberté de l'esprit n'est pas, comme le pense Léon Brunswick, une garantie d'accès à la vérité. Que la liberté de l'esprit peut aller vers l'erreur, le mensonge, la tromperie, l'utilisation des pouvoirs même de l'esprit libre pour aller vers la guerre. Et ça, c'est le génie d'Elie Halevi, vraiment, je l'ai redécouvert grâce à ce que vous m'aviez confié. Il est un contemporain de ses contemporains, ça c'est classique, mais ça veut dire qu'il assume cette métaphysique et cette morale, mais il dit tout de suite à ses contemporains, vous pensez que la métaphysique va conduire tout de suite à la morale, que la vérité est au bout du chemin dès qu'on assume la liberté de l'esprit? Eh bien non, ça peut conduire... Il faut faire de l'histoire des idées. Et comment la terreur a pris le dessus dans la Révolution française, comment le socialisme s'est perverti en totalitarisme. Bien sûr, il y a des facteurs économiques, sociaux, mais il y a aussi des responsabilités intellectuelles. Pour ça que, comme Pierre Asner, comme Aron, comme beaucoup d'autres, comme tous les grands philosophes politiques de l'époque, comme Camus aussi, d'ailleurs, j'ai oublié de dire que Vincent a aussi eu une responsabilité récente dans l'édition d'un volume de Camus, Actuel 4, que tu as ressuscité. C'est admirable, et c'est un autre point sur la ligne de crête des grands sommets qui nous réunit. Alpinistes, pas les mêmes chemins, mais on arrive au même refuge. Eh bien, oui, il faut aussi faire de l'histoire. Il faut faire de l'histoire des idées. Et aujourd'hui, et j'en viens au dernier point, aujourd'hui, quelle est notre responsabilité individuelle et institutionnelle? Elle est évidemment d'assumer, je dirais, les deux versants de la responsabilité intellectuelle. C'est-à-dire d'être des lieux, et ici, à l'École normale supérieure, c'est notre responsabilité première, d'être des lieux de recherche, de savoir, mais pas seulement de construction d'une sorte de système des idées qu'il faut assumer quand même. Il faut étudier les corpus intellectuels, philosophiques, idéologiques, et leur cohérence, leurs incohérences, leur gravité, l'usage des mots, la perversion des mots, mais aussi étudier l'histoire, et l'histoire de façon très concrète, et l'histoire concrète de façon très scientifique. Il faut faire de la philosophie et de l'histoire. Et c'est d'abord le rôle de cette école, et je pense sur tous les sujets, les défis contemporains, et on partage certains de ces sujets avec Perrine ici présente et beaucoup d'autres, il faut faire partout, toujours, même sur les sujets les plus brûlants, ce que fait Halevi, ce qu'ont fait aussi ses petits-neveux, c'est-à-dire du savoir. Mais évidemment, il faut aussi partager ce savoir, et il faut donc... à la fois, je ne poserai pas le savoir et l'histoire. Hein. L'histoire fait partie du savoir. Et je pense que dans la diffusion aujourd'hui des savoirs sur les enjeux les plus contemporains, comment leur faire percer le mur du son idéologique qui nous entoure de nouveau aujourd'hui, hein, cette muraille de propagande que Alexandre Coiré avait décrit aussi dans la même génération que Halevi, ou peu s'en faut. Eh bien, il faut des outils institutionnels de médiation. Et là, je pense qu'à la fois les radios, si j'ose dire, hein, ce que vous faites, les associations, au départ, étudiantes, hein, au départ, c'est une association étudiante, le Grand Continent, ce que font même des écoles comme les nôtres, quand on essaye d'éclairer la réflexion publique contemporaine par les savoirs, c'est pas tout à fait la même chose que la recherche, mais c'est l'ouverture de la recherche pour essayer de peser sur l'action et parfois d'agir directement. Je pense que, effectivement, un débat comme ceux du Grand Continent, ce soir sur la Pologne, un endroit critique de l'espace de ce grand continent européen, et même la semaine prochaine sur l'intelligence artificielle et la démocratie, au moment où les progrès de l'une ne sont pas nécessairement des menaces pour l'autre, mais en tout cas tout va très très vite.
La démocratie semble fragilisée, tandis que les techniques semblent démultipliées. Bien, il faut affronter tous ces défis avec les armes de ces deux savoirs différents qu'incarnait Elie Halevi. On a en effet été plusieurs, Marie l'a rappelé, dans cette école à défendre. Merci d'avoir rappelé la continuité de la direction de l'école depuis l'ami de Halevi, Célestin Bouglet, jusqu'à aujourd'hui, en passant par Monique Canto, comme fait Sperber, qui avait édité des volumes d'Elie Halevi, préfacé aussi la correspondance, sauf erreur. Mais je pense que ce qui a marqué cette école, c'est la façon dont un philosophe, ami de philosophes qui ont revendiqué la pureté de l'esprit, est devenu historien, non pas en se trahissant, mais parce qu'il avait compris que pour affronter des dangers qui sont jamais seulement politiques, mais intellectuels, il ne faut pas seulement de l'intellectuel, mais de la politique. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup Frédéric. Et effectivement, dans la conférence de l'ère des tyrannies, il dit bien, effectivement, c'est l'un des premiers paragraphes, hein, mais c'était important de le préciser, et merci de nous avoir questionné, ce que nous proposons d'appeler l'ère des tyrannies, en observant l'effondrement du socialisme démocratique. Donc c'est important. Et peut-être, parce que Elie Halevi avait aussi le sens de la formule, et il y a une phrase avec Perrine qu'on aime beaucoup, il constate quand même la victoire néanmoins dans l'affaire Dreyfus et aussi le succès du pari de la revue de métaphysique et de morale. Et il dit, ce moment, il conclut une lettre à Xavier Léon, il dit « Il faut veiller et nous veillerons sans cesse ». Parce que c'est vrai qu'on l'a bien vu, l'ère des tyrannies c'est très long et effectivement le combat contre l'ère des tyrannies sera aussi très long. Et il faut apprendre, effectivement, je crois. Elles ne sont pas fatales. Oui. Ce qu'il y a de génial aussi, pardon, j'ai oublié de le dire, mais c'était pas fatal que le socialisme, par exemple, devienne tyrannique. Et donc il y a des bifurcations, et on peut encore... Il y a une marge pour faire bifurquer la pente de la tyrannie. Non, mais... C'est ça qu'il dit, le socialisme était libéral, n'était pas fatalement tyrannique, il l'est devenu à cause des événements, mais il fallait creuser plus des deux côtés. Il n'y a pas de fatalité de la tyrannie non plus. Donc nous avons quelques minutes pour échanger. Hein. Il y aura d'autres temps de discussion, bien sûr, mais... Donc il y a un... Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. J'avais 3 questions. Désolée, je vais essayer de faire vite. La toute première, c'est peut-être que je n'avais pas compris, mais en fait, il y avait 3 éléments pour ce qui concerne l'utopie nazie. Et je croyais en avoir noté qu'un, à moins qu'il y avait 3 choses différentes qui étaient le biotope, la communauté populaire pure et la liquidation des déviants. C'était peut-être ça les 3 ou c'était le premier? Le troisième, c'est en allemand, j'ai oublié le nom, mais c'est le fait que ça dure 1000 ans, en fait. C'est le millénarisme. Le millénarisme, en fait, c'est le Troisième Reich durera 1000 ans. Ça, c'est le 3e pilier de l'utopie nazie. D'accord, merci. Les 2 autres, je pensais justement à ce que les institutions pouvaient faire dans cette lutte, et peut-être l'importance pour qu'il n'y ait pas une communauté intellectuelle close. Donc du coup, je me demandais ce qu'il y avait ou pas mis en place pour qu'il y ait davantage de proximité avec le peuple, à la fois pour que cette communauté soit moins ou pas hors sol, et que les personnes se sentent moins laissées pour compte. Donc je ne sais pas si jamais... Parce que là, on vient à l'ENS, mais est-ce que l'ENS va peut-être, ou d'autres intellectuels, dans des classes, même des classes primaires, des classes secondaires, etc. Et enfin, sur l'importance peut-être que la recherche éclaire les décisions politiques prises. Je ne connais pas bien les instances par lesquelles en fait, les intellectuels peuvent conseiller les politiques. Et je me demandais si jamais vous voyez une variation à travers les différents présidents, etc., à quel point il y a ce contact avec des conseillers, les conseillers politiques auprès des... Voilà. Merci, pardon. Alors d'abord, je vais me greffer sur un mot que vous avez dit pour dire quelque chose que je voulais dire en complément de ce qu'a dit Philippe Collin. C'est le mot « clos ». Quand vous avez dit qu'il ne faut pas que la société des intellectuels soit close, moi j'ai beaucoup travaillé sur celui qui a inventé la distinction entre société close et société ouverte, il s'appelle Bergson, et il expliquait toujours la guerre par la clôture. Et la clôture, c'est justement eux ou nous.
Et donc la force du eux ou nous, pour lui, elle est totalement anthropologique. C'est-à-dire, c'est même pas le récit l'enrobe, mais le noyau dur des récits guerriers, c'est eux ou nous. C'est-à-dire, c'est justement la clôture. Et donc, j'étais frappé de voir dans le discours de... Comment il s'appelle, monsieur Bruno Müller. Voilà. C'est eux ou nous. Bah, malheureusement, ça marchera presque toujours. C'est une force très, très violente et très puissante. Sur vos autres questions, plus concrètement... merci, hein, c'est effectivement des défis qu'on a tous. Je pense que chacun doit être sur plusieurs registres. Le registre et chacun ici, en tant qu'individu, par exemple enseignant ou enseignante ici, peut travailler sur plusieurs registres. Le rôle de l'école normale, c'est pas forcément d'aller ni directement conseiller les politiques, ni enseigner dans le primaire, mais c'est de fournir justement des outils, des médiations pour être reçu dans tous ces domaines-là. Évidemment que pour toutes les classes, voilà, il y en a beaucoup. Il y a une classe d'histoire qui est là, du lycée Louis-le-Grand, c'est grâce à une enseignante. Donc il y a aussi des relais, heureusement. Il faut construire des relais. De même, nous construisons beaucoup de programmes entre recherche et politique publique. Nous ne confondons pas les rôles pour autant, et il faut des médiations, et on espère qu'en effet, la politique publique sera éclairée par... On voudrait qu'il y ait on a beaucoup d'élèves qui décident, après avoir fait de la recherche ici, de s'engager dans la haute fonction publique ou ailleurs. Il faut des médiations et qui respectent en même temps les différences. Voilà. Je pense qu'il ne faut pas pour autant, sous l'effet peut-être d'une urgence, céder sur les spécificités, parce qu'après, voilà, donc on sait très bien qu'il y a le temps de la recherche, le temps de la pédagogie, le temps de l'action. Il faut les articuler sans les confondre. C'est grâce aussi à des médiateurs éclairés, je pense que c'est absolument crucial. Et voilà. Donc il y avait une autre question à laquelle je n'ai pas répondu dans vos 3 questions. Je crois que j'en ai oublié une, mais je pense que vraiment, on a besoin aussi de préserver non pas cette clôture d'une institution de savoir, mais cette spécificité, en l'ouvrant sur le reste, mais sans pour autant perdre son exigence. On voit bien aujourd'hui que la dernière chose qui résiste à la folie, c'est la précision. C'est la vérité précise. Je vais juste réagir 2 secondes sur le mot. J'ai plus de micro, je pense. Il ne marche plus ce micro. Voilà, super. 2 secondes sur le mot médiateur, parce que j'y tiens beaucoup. Et pour répondre à votre question, c'est que je ne sais pas si l'ENS se disperse dans différents lieux, mais ce qui est sûr, c'est que je fais venir à moi l'ENS. Je le dis parce que... Non, parce que, en fait, c'est important, parce que je crois que mon rôle, il se résume à ça. Je suis un trait d'union. Je suis un trait d'union entre des gens qui passent des vies entières à chercher. Vincent Duclerc passe une vie entière à faire des recherches scientifiques. C'est son rôle dans la société française. C'est aussi d'ailleurs la chose publique. C'est aussi la République que cette recherche. Et qu'elle n'a pas le temps forcément de médiatiser cette recherche. Elle n'a pas non plus les outils peut-être pour rendre les choses plus, plus accessibles. Elle n'a pas le temps, je dis bien pas le temps. Et nous avons ces capacités-là. Et donc nous sommes médiateurs, c'est-à-dire que nous avons des équipes qui savent aller chercher Perrine Simon-Naoum, Vincent Duclerc, Philippe Auriol, Milo Lévy-Bruhl, et qui vont absorber leur savoir et le rendre un tout petit peu plus populaire. Mais il ne faut pas que l'ENS se rende plus populaire, il faut continuer à avoir cette exigence de savoir et donc de discipline, vous voyez, au sens quasiment monacal. Et je pense que nous, on essaye justement, par des outils qui sont les nôtres, on est en prise avec le présent. Par exemple, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde extrêmement émotif. Il y a beaucoup d'émotions. Et l'émotion est dangereuse pour le savoir. Et donc, il faut faire très attention. Mais nous avons compris que pour toucher le cœur des auditeurs dans une base très large, nous devons avoir recours à l'émotion. Et c'est très dangereux. Mais parce que nous intégrons les historiens dans nos recherches, nous allons vers l'émotion. Vous savez, j'ai 2 pôles. J'ai un pôle scientifique, un pôle artistique. J'ai 2 jeunes femmes qui ont travaillé avec moi et qui viennent des écoles d'art, École du Louvre, Beaux-Arts de Montpellier, et qui, elles, ont une connaissance de la grammaire de l'émotion. Et moi, je suis le chef de gare entre Perrine, Vincent, Violaine et Juliette. C'est-à-dire qu'elles vont mettre en scène des choses qui vont vous procurer des émotions. Donc,
le savoir rentre peut-être de manière plus facile, mais nous devons respecter le travail des historiens ou des philosophes. Et ça, vous savez, le médiateur, il est extrêmement important parce qu'il empêche peut-être le mot clos. C'est pas eux ou nous, c'est qu'on crée du lien. Moi, mon seul but, c'est de créer du lien entre les générations et entre les communautés. Voilà. Et je pense que ça, nous avons un rôle, nous, en tant que médias de service public, extrêmement important. Et donc, nous avons recours à l'ENS et aux chercheurs. Et je le redis souvent, c'est une grande chaîne de service public, c'est une grande chaîne de la chose publique. Et à la fin, vous savez quoi? C'est gratuit. Nos podcasts sont gratuits. Je le redis, c'est des heures et des heures de travail, des vies entières de travail. À la fin, 10 heures gratuitement offertes à la population française. Voilà, je le dis, c'est vraiment important. Ça montre que ça marche. Le modèle fonctionne. C'est une grande chaîne. Voilà. Bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions. Ma question portait également sur la médiation entre justement chercheurs et décideurs politiques ou administratifs. Je pensais à des structures comme par exemple l'Acadème ou alors récemment l'Académie diplomatique et consulaire, ou des initiatives qui sont portées hors de l'État, mais plutôt, je ne sais pas, par exemple des structures comme Futurible qui travaillent avec l'ADEME. Est-ce que tous ces exemples peuvent être des choses intéressantes pour faire le lien auprès des décideurs politiques, ou alors est-ce qu'il y a des blocages? Et si oui, quels sont-ils? Voilà, merci. Je vais passer le ballon à Vincent Duclerc, parce que je pense qu'il a une expérience récente très instructive du rapport entre vérité historique et politique publique sur le Rwanda. Son rapport a inspiré des changements politiques. Mais juste pour dire qu'en effet, ces structures intermédiaires, on les caricature parfois. Et d'ailleurs, il y a de tout, hein. Dans ce qu'on appelle think tank, par exemple, il y a de tout aujourd'hui. Moi, je décris l'école normale supérieure comme un research tank, s'il fallait employer ce registre, c'est-à-dire justement une réserve. Tank, ça ne veut pas dire le char, hein, ça veut dire le puits, la réserve, le réservoir, en fait, et fondé sur la recherche. Donc déjà, c'est pas tout à fait pareil, mais qu'il y ait des ressources dans lesquelles il faille puiser, oui. Il y a de tout dans ce que vous dites, mais c'est sûr que ça désigne un espace intermédiaire très intéressant, parfois vaniteux, plein de vide, parfois pas. Et par contre, dans des médiations, alors voilà, je te passe un peu le ballon parce que le rapport sur le Rwanda, bon, je ne vais pas te plonger dans un autre, c'est pas, mais Elia Lévy, au fond, c'est très alévien aussi, cette médiation intellectuelle sur une demande du politique, avec un effet politique, mais entre les deux, une indépendance scientifique. Oui, je pense que c'est vrai que dans un monde où effectivement toutes les frontières semblent s'estomper, et il faut revenir à la précision et aux faits exacts, hein, et donc quand même à des structures claires, ces think tanks ou research tanks doivent être, de notre point de vue, compte tenu aussi des enjeux sur la vérité, hein, et sur les menaces portant sur la vérité exacte, eh bien, fondés sur cet effort, hein, de recherche. Et dans tout ce panorama des think tanks, il y a ceux effectivement qui sont portés par des ambitions politiques qui amènent les gens qui y participent à néanmoins perdre un peu soit leur crédit, soit leur indépendance, ou bien ces think tanks qui réussissent à conserver justement cette exigence du savoir démontré de la recherche. Donc, par exemple, Acadème, que je connais un petit peu, c'est vrai, moi, me semble effectivement une institution qui intervient sur les politiques publiques ou sur l'opinion publique, mais qui conserve ses ancrages scientifiques et intellectuels de premier plan. Donc voilà un petit peu ce que je préciserai. Et c'est vrai que, puisque tu as mentionné la commission Rwanda, nous sommes toujours efforcés, je veux dire, de conserver notre indépendance, ce qui veut dire, par exemple, que lorsque on nous a proposé de partir donc à Kigali, au moment où le président Macron faisait son grand discours, qui était effectivement un discours très réussi, on a refusé, bien évidemment, et on a surtout continué la recherche. C'est-à-dire que la recherche ne s'est pas arrêtée simplement pour permettre aux politiques d'agir. On était très contents que le politique d'agir, mais on reste absolument indépendant. Et peut-être pour terminer, parce qu'on va être obligé malheureusement de clore, mais il y avait une question quand même, madame, sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et en fait, on peut s'inspirer d'Elia Lévy, je crois, parce que très jeune, il crée effectivement, et Marie Scott l'a rappelé, la revue de métaphysique et de morale, hein,
avec Alphonse Darlu, ce sont des étudiants à Darlu et leurs professeurs du lycée Condorcet, d'où la place Donc ils créent la revue de métaphysique, la Société française de philosophie, les congrès. Donc il y a un article du reste de la revue de métaphysique et de morale fait par Christophe Prochasson sur le système R2M. Donc c'était très inventif. C'est effectivement, ils sont très jeunes, ils vont de l'avant et ça, il faut s'en inspirer. Et on peut s'en inspirer aussi en direction de l'enseignement. Moi, je pense que, et c'est très bien qu'on ait effectivement une classe aussi ici, les professeurs doivent en fait conquérir ou assumer la liberté qu'ils ont, la liberté pédagogique, la liberté de faire venir effectivement justement des chercheurs, des professeurs dans leur classe. Ce matin, moi j'étais au lycée Chaptal, devant une centaine d'élèves pour parler du sujet, du génocide des Tutsis. Et là, il y a beaucoup de... Justement, c'est cette ouverture dont tu parles qui est très importante. Il faut recréer des sociétés ouvertes et avoir cette audace, effectivement, qui permet donc de la médiatisation, en fait, entre les savoirs scientifiques et la formation, notamment de la jeunesse. Voilà, je vous propose qu'on s'arrête là, parce qu'on a un temps, mais rassurez-vous, il y a effectivement encore deux sessions et du temps, effectivement, pour échanger. Merci pour les questions, merci aux intervenants. Et donc, Marie, reste là.